Alors, exercice 7 du TD1 de thermodynamique. Un exercice un petit peu plus compliqué à nouveau. C'est le dernier de ce TD. Alors, on vous parle d'un système qui est de la vapeur sèche. Donc, la vapeur sèche, c'est du gaz seul en absence de liquide. Donc, c'est donc un système monophasé. Cette vapeur sèche a une température de 300 degrés Celsius, c'est une pression de 1 bar, pression atmosphérique, et on la refroidit à volume constant jusqu'à la température de 150 degrés Celsius. Bien. Donc vous visualisez le système, un gaz monophasé, encore pur, considéré comme un gaz parfait, qui est à 300 degrés, et on le refroidit à 150 degrés, sans changer le volume. Donc c'est une enceinte indéformable. Première question, tracer le diagramme de Clapeyron, et représenter la courbe de saturation et les deux isothermes qui nous intéressent. Donc diagramme de Clapeyron, la pression en fonction du volume massique, une isotherme à température 150 degrés, donc ici du gaz seul qui s'échauffe, on trouve une hyperbole. On arrive sur la courbe de Rosé, donc la première goutte de liquide apparaît, puisque quand je me déplace vers la gauche ici, c'est-à-dire je fais subir une diminution de volume au système. Bien. À température constante. Donc arrivé sur ce point, première goutte de liquide, puis le palier de changement d'état. Plus on se déplace vers la gauche, plus le liquide est en proportion importante. Ici, on arrive sur la courbe de liquéfaction, la dernière bulle de gaz disparaît, et ensuite on n'a plus que du liquide, et la pression augmente très rapidement, parce que le liquide est très peu compressible. Même allure pour une isotherme à 300 degrés. L'isotherme à 300 degrés est toujours au-dessus de l'isotherme à 150 degrés. On sait que les équations des isothermes ici dans le domaine du gaz, c'est P égale nRT0 fois 1 sur V. Ce sont donc des hyperboles en fonction de V. Et plus T0 est élevé, plus la pression est grande pour un volume donné. Donc plus les hyperboles sont hautes, plus les températures sont élevées. Alors, la transformation, on vous dit dans le sujet qu'il y a deux possibilités à envisager. Effectivement, premier cas, le gaz est initialement dans cet état, à 300 degrés, on est sur l'isotherme, du côté du gaz seul. On refroidit à volume constant, donc la transformation est une droite verticale, puisque c'est isochore, jusqu'à la température finale, θ2, donc jusqu'à l'isotherme, θ2, 150 degrés. Dans cette possibilité, le gaz, le système est toujours à l'état de gaz, uniquement à l'état 2. Deuxième possibilité, on peut imaginer que partant de ce point-là, la transformation traverse la courbe de saturation, ce qui fait qu'à l'état final sur l'isotherme θ2, le système est alors diphasé. On vous demande dans la deuxième question de déterminer l'état final, la composition et la pression du système, en justifiant qu'un seul des deux cas, du cas numéro 1 ou du cas numéro 2, un seul des deux cas est envisageable, uniquement. Bon, alors ça en fait c'est une question assez classique qu'il faut savoir traiter. La méthode est toujours la même pour répondre à ce genre de questions, c'est-à-dire déterminer l'état final, monophasé, gaz ou diphasé, gaz liquide. Eh bien, on fait d'abord l'hypothèse la plus simple, c'est-à-dire le cas numéro 1, on suppose qu'à l'état final, on n'a que du gaz, de la vapeur sèche. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Dans la première hypothèse, on peut utiliser la loi des gaz parfaits pour l'état initial, c'est la vapeur sèche, mais aussi pour l'état final, puisqu'on suppose qu'on a toujours de la vapeur sèche. C'est une transformation isochore, donc d'après l'équation d'état des gaz parfaits, PV sur T est égal à NR est égal à constante, avec le volume qui reste le même initialement et finalement. Donc P1 V1 sur T1 égale P2 V1 sur T2. On simplifie par V1, on en déduit la pression finale, puisqu'on connaît l'état initial et la température finale. On fait attention aux unités, les Kelvin toujours, et on trouve une pression finale de 7,38 bars.
Donc ce qui signifie que si le cas numéro 1 était envisageable, était possible, si la réalité correspondait à ce cas-là, on aurait à l'état final du gaz, à la température de 150 degrés et à la pression de 7,38 bars. Or, dans l'énoncé, on nous dit que la pression de vapeur saturante de l'eau à 150 degrés est de 4,76 bars. 7,38 est supérieur à 4,76, ça veut dire que ce cas numéro 1 est impossible. Le résultat est absurde, puisque par définition, la pression de vapeur saturante, c'est la pression maximale que peut atteindre de la vapeur sèche. Donc de la vapeur sèche ne peut pas être à une pression supérieure à sa pression de vapeur saturante à la température considérée. Bien, donc le cas numéro 1 n'est pas réaliste, c'est pas possible. Ça veut donc dire que le cas à envisager est le cas numéro 2. La vapeur sèche est refroidie de façon isochore jusqu'au point M ici, avec donc un changement de phase partiel. Le système est diphasé à l'état final. S'il est diphasé à l'état final, on sait que le point qui représente le système est sur le palier de changement d'état, et ce palier se trouve à la pression de vapeur saturante. Donc on connaît la pression finale. La pression finale est de 4,76 bars. Par ailleurs, la transformation étant isochore, on peut exprimer le volume massique. Le volume massique n'a pas changé, puisque le volume n'a pas changé, la masse n'a pas changé, c'est un système fermé. Donc le volume massique à l'état final, c'est V1 sur M1. Initialement, le système étant un gaz parfait, on peut exprimer V1 à l'aide de l'équation d'état des gaz parfaits. Donc V1 est égal à nRT1 sur P1, et N sur M1 nous donne la masse molaire de l'eau. On peut donc calculer le volume massique auquel se fait cette transformation, et on trouve 0,265 m3 par kilogramme. J'ai bien mis la masse molaire en kilogrammes par mol. La pression en pascal, la température en Kelvin. Bien, je connais donc maintenant le volume massique de mon point M. L'énoncé nous donne, dans les données, à la fin de l'exercice, on nous donne le volume massique du liquide et le volume massique du gaz à 150 degrés. C'est-à-dire, je connais les coordonnées de ce point-là, ici sur la courbe de saturation. L'abscisse de ce point est de 1,09 10-3, c'est petit VL, et je connais les coordonnées de ce point également, c'est 0,393 m3 par kilogramme. Donc, pour connaître la fraction massique en gaz, par exemple, non en liquide, on va le faire en liquide pour changer, puisque j'ai fait comme ça dans le corrigé, la fraction massique en liquide, c'est cette longueur-là sur la longueur totale du palier. Voilà, je connais les coordonnées des 3 points dont j'ai besoin. J'applique la règle des moments, V gaz moins V système sur V gaz moins V liquide, et je trouve 0,327. C'est donc la fraction en liquide. La fraction massique en liquide. La fraction massique en gaz est donc de 1 moins XL, 0,673. Donc je connais la proportion en masse de l'eau sous forme de liquide et sous forme de gaz. La troisième question, à partir de la troisième question, maintenant, on considère un volume de 0,10 m3 d'eau liquide et de 0,90 m3 de vapeur d'eau. On considère que l'ensemble est en équilibre sous une pression de 4,76 bars. Donc un système diphasé, à nouveau, la pression est connue, je connais le volume total du liquide et le volume total du gaz. On vous dit qu'un transfert thermique isobar porte la température à 200 degrés Celsius. Voilà. Première question, trouver la masse du mélange. Alors là, c'est pas forcément évident, a priori. Puisque on nous dit que l'ensemble est à l'équilibre sous une pression de 4,76 bars, on reconnaît 4,76 bars la pression de vapeur saturante à 150 degrés. Donc on en déduit que le système est à la température de 150 degrés. C'est la température qui correspond à la pression de l'équilibre. Donc le système va passer de 150 à 200 degrés.
Donc la masse totale du mélange, on l'obtient de cette façon. Le mélange est diphasé, donc la masse totale, c'est la masse du liquide plus la masse du gaz. Si je connais le volume du liquide et le volume massique du liquide, et il se trouve que je connais les deux, eh bien je connais la masse. Par définition du volume massique, le volume massique c'est la masse du liquide sur le volume du liquide, donc la masse du liquide c'est le volume du liquide sur le volume massique du liquide. Même chose avec la phase gazeuse. Toutes les données sont fournies par énoncé, j'en déduis que mon système a une masse de 94 kg. Voilà. Et donc cette masse totale de 94 kg va passer de 150 degrés Celsius à 200 degrés Celsius de façon isobare. On vous demande de tracer la transformation sur le diagramme de Clapeyron et puis de trouver le volume final. Donc ce diagramme de Clapeyron, transformation isobare, c'est simple, c'est une droite horizontale, AP égale constante. Donc si je suppose que le système est quelque part sur le palier ici, changement d'état, je pourrais prendre ce point-là peut-être, bon, peu importe. La transformation isobare, puisque la température augmente, doit emmener le système vers une isotherme de température supérieure, puisqu'on va de 150 degrés à 200 degrés, tout en correspondant à un déplacement horizontal. Donc je dois partir du point M, la transformation correspond à un déplacement horizontal, et le point final d'équilibre doit être sur une isotherme supérieure à 150 degrés, puisqu'on a dit que c'était 200 degrés. Donc forcément, la transformation correspond au pointillé orange ici, et par exemple, je m'arrête sur ce point-là, si je suppose que ce point-là correspond à l'isotherme 200 degrés. Alors l'isotherme 200 degrés, on peut essayer de la dessiner, hein. C'est pas interdit. Hop. Tac. Voilà. À peu près, hein. On va mettre un point ici. Voilà. C'est à peu près, hein, comme dessin. Bon, voilà. Vous avez compris, l'isotherme 200 degrés. Donc, forcément, on se rend compte que le système, à ce moment-là, est monophasé à l'état final. C'est du gaz seul. Donc, si on a du gaz seul à l'état final, on peut se servir à nouveau de l'équation d'état des gaz parfaits. C'est de la vapeur sèche. Le volume final, c'est nRT final, donc T3, sur la pression PS, puisque la transformation étant isobare, la pression finale est égale à la pression initiale, c'est-à-dire la pression de vapeur saturante à 150 degrés. La quantité de matière, je la remplace par la masse sur la masse molaire, et après, application numérique, on fait attention aux unités, une fois de plus, et on obtient un volume final de 43,1 mètres cubes. Ce volume est bien supérieur au volume initial, puisqu'initialement on avait 0,10 m3 d'eau liquide et 0,90 m3 de vapeur d'eau, ce qui fait donc 1 m3. C'est bien normal que le volume ait augmenté, puisque la transformation isobare implique une augmentation du volume massique. La masse étant constante, ça implique une augmentation du volume. Voilà. Donc le volume passe de 1 m3 à 43 m3.